Cet épisode a été initialement diffusé dans le podcast Grossesse d'entrepreneuse, animé par Solène Pigné, que je connais personnellement puisqu'elle a participé à la première retraite de la matrescence en octobre 2024, mais aussi parce qu'elle est présente au cercle de la matrescence chaque mois depuis plusieurs années. Donc je vous recommande son podcast si c'est votre profil, d'entreprendre en même temps que la maternité. Elle a aussi un site super bien fait qui va vous donner des tips, des aides. Elle peut aussi vous proposer un accompagnement. Donc merci Solène de m'avoir proposé de raconter mon parcours. J'ai eu 3 grossesses très différentes au niveau professionnel puisqu'une, j'étais salariée. La deuxième, j'étais en auto-entreprise pendant le confinement. Et la troisième, j'étais devenue chef d'entreprise. Et tout ça a été beaucoup d'épreuves, beaucoup d'étapes, beaucoup de rebondissements. Mais je ne changerai pour rien au monde. En tout cas, j'ai 3 expériences différentes et je vais vous en parler dans cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast consacré aux stratégies entrepreneuriales lorsqu'on devient mère. Dans ce podcast, vous allez découvrir à chaque épisode l'histoire d'une entrepreneuse qui nous partage comment sa ou ses grossesses ont impacté son entreprise. Mon intention en faisant circuler ces retours d'expérience, tous aussi différents qu'inspirants, est de vous permettre de faire des choix éclairés afin que la grossesse soit synonyme d'opportunité pour votre business. Je suis Solène Pigné, votre hôte, moi-même chef d'entreprise depuis 2014 et autrice du Guide de l'entrepreneur durable publié aux éditions Vino, que j'ai justement écrit pendant ma première grossesse. D'ailleurs, pour en savoir plus sur mon histoire et la genèse de ce podcast, ainsi que ce qui m'a poussé à créer la préparation business à la grossesse, je vous invite à écouter l'épisode 0. Je suis convaincue que la maternité peut être une force positive dans le développement de son activité, même quand tout ne se passe pas comme prévu, et c'est ce que je vous invite à explorer au fil des épisodes. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Clémentine Sarlat, journaliste et créatrice du podcast La Matrescence. Elle raconte les coulisses de son lancement dans l'entrepreneuriat, mais aussi comment son activité a rapidement évolué en parallèle de ses différentes grossesses. Vous découvrirez notamment que Clémentine a testé quasiment tous les statuts possibles, de salarié à freelance à chef d'entreprise. Elle partage aussi à cœur ouvert les péripéties qu'elle a vécues, des difficultés administratives à la séparation avec son mari pendant plusieurs mois et une phase de dépression sévère alors que sa 3e fille n'avait pas encore 1 an. Elle partage notamment à la fin de l'interview des conseils sur l'importance du couple quand on est entrepreneuse en voie de devenir maman, alors restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Je tiens à remercier Clémentine d'avoir accepté mon invitation à passer de l'autre côté du micro et aussi pour son authenticité et sa transparence qui, j'en suis sûre, va vous émouvoir et vous inspirer autant que moi. Bonne écoute! Bonjour Clémentine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à partager ton histoire au micro de Grossesse d'entrepreneuse. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Salut Solène, merci beaucoup de m'accueillir. Alors la première question que je voulais te poser et qui est la coutume dans ce podcast, c'est avant qu'on parle de toi en tant qu'entrepreneuse et en tant que mère, je voulais en fait que tu puisses nous raconter d'où tu viens et plus précisément quand tu as grandi dans ton enfance ou dans ton adolescence, comment est-ce que tu te projetais justement dans cette vie active et de maman? Est-ce que c'était quelque chose qui te posait question? Est-ce que l'équilibre justement entre la vie pro et la vie perso, c'était quelque chose qui t'avait interpellé déjà à l'époque ou pas du tout? J'ai toujours souvenir de m'être dit que je ne serais pas maman avant mes 35 ans. Je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui était assez ancré dans ma tête jusqu'à l'adolescence, tard dans l'adolescence même, dans ma vie de jeune adulte. Je pense parce que j'avais peut-être compris que si je voulais construire ma carrière, j'aurais besoin de le faire avant d'avoir des enfants. Donc je pense que j'avais une très forte ambition en moi, j'en suis sûre même, et que je me voyais faire de grandes choses, je savais pas trop quoi et comment,
mais j'étais très sensible au fait que ma carrière allait prendre beaucoup de place dans ma vie. J'ai une maman qui a toujours travaillé dans des gros événements sportifs en plus et qui s'est quand même mis à 80% parce qu'à l'époque, c'était clairement pas mon père qui allait réduire son temps de travail pour s'occuper de nous, c'était ma mère. Je pense pas que j'avais envisagé cet équilibre, tu vois, pro-perso. C'est pas des questions abordées quand t'es petite ou j'ai jamais entendu mes parents ni se disputer à ce sujet ni en parler concrètement. C'était juste comme ça. Mais moi, j'avais des ambitions très fortes pour moi-même. En gros, ça, je sais que depuis petite, c'est très ancré en moi. Et finalement, du coup, une fois que tu t'es lancée dans ta carrière, comment est-ce que t'as attendu 35 ans avant d'avoir un premier enfant et surtout, bah voilà, comment est-ce que t'as décidé de devenir maman alors que justement t'avais une carrière déjà assez, bah voilà, qui prenait beaucoup de place. Mais c'est marrant parce que tu vois, mes copines, elles sont toujours foutues de ma gueule parce que elles m'ont dit t'étais la seule à nous dire que jamais t'aurais d'enfant avant 35 ans et t'as été quasi la première à avoir un enfant parce que j'ai eu un enfant à 29 ans, enfin ma première fille en tout cas. Et donc j'ai pas du tout respecté les plans que j'avais créés dans ma tête à l'adolescence. J'ai voulu devenir maman, je pense parce que j'avais accompli des choses fortes dans ma vingtaine, dans ma carrière. J'ai tout de suite travaillé, tout de suite été à la télé, tout de suite présenté des grandes émissions. En fait, très jeune dans ma carrière, j'ai eu accès à des choses extraordinaires, pour le coup, vraiment en dehors de l'ordinaire. Donc, je pense que ma soif d'avoir un impact, de faire des choses incroyables, elle avait été un petit peu étanchée déjà dans ma vingtaine. Donc, clairement, je vais pas te mentir, on rentre des Jeux Olympiques en 2016. J'ai présenté une émission à Rio. J'ai vécu les Jeux de l'intérieur sur France Télévisions. J'ai répondu à un des rêves que j'avais en tant que journaliste dans le sport, parce que c'était ça mon métier à la télé. Et on parle beaucoup de la déprime post-JO pour les athlètes, mais elle est également très, très présente pour les journalistes, c'est pour le milieu de la télé. Et donc, il y avait une sale ambiance au travail. Tu sentais que tout le monde était démotivé. Il y avait plus ce pic, tu vois, qu'on attend toutes et tous. Et ça commençait à être un petit peu, je sais pas, désagréable l'ambiance au travail et un peu répétitif pour moi et pour plein d'autres de mes collègues. Et il y a eu un moment, je suis allée en week-end. J'ai jamais de week-end, mais je suis allée un week-end parce que j'allais sur un match de rugby juste à côté chez un ami qui avait des enfants. Et je me suis dit, waouh, c'est trop ça que je veux en fait. Voilà, ma vie pro, elle est géniale, mais c'est pas ça qui me nourrit de l'intérieur. J'avais envie d'autre chose. Alors que j'étais pourtant, voilà, en pleine ascension dans ma carrière. J'avais 28 à l'époque. C'était pas forcément le meilleur moment, on va dire, pour pouvoir avoir un enfant en tant que femme. Tu vois, les Jeux Olympiques, c'était en août et en décembre, je tombais enceinte de ma première fille et j'ai accouché en septembre 2017. Donc, ça, c'est assez lié au final à ma carrière pro et à mes sensations dans le monde pro où je me suis dit, je crois que c'est le bon moment pour moi de faire une petite coupure. Ça a été une très grande coupure au final. Bah oui, ouais, tu vas nous raconter ça, même si évidemment, bah, dans ce podcast, on va surtout s'intéresser à tes grossesses que tu as vécues en tant qu'entrepreneuse. La première, bah, tu étais salariée et tu viens de nous raconter dans quel contexte de carrière tu étais. Comment est-ce que tu as vécu cette entrée dans la maternité et puis ensuite ta reprise au travail? Quand j'ai eu ma première fille, ça a été vraiment un énorme bouleversement et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui s'appelle La matrescence ensuite. Mais à l'époque, on est en 2017, il n'y a pas vraiment encore de compte sur les réseaux sociaux qui parlent de ça. Il y a eu un petit peu, tu vois, le livre Baby Blues de Alessandra Sublet, il y a Lio qui en parlait un peu. Il y avait eu quelques prises de parole, mais c'était pas commun de parler de ce chamboulement d'être mère. En plus, moi, j'évoluais dans un monde à 99% masculin, donc j'étais pas préparée à ce qui allait m'arriver. Et j'étais persuadée que ça ne me changerait pas de devenir mère. J'étais persuadée que ma vie continuerait avec juste un enfant sur ma hanche et sur une photo et ça ferait joli, mais j'avais absolument pas compris les conséquences sur ma vie, perso, pro. J'étais très naïve. Je me rends compte aujourd'hui que les femmes ont accès à beaucoup plus de choses, donc je pense qu'elles font des choix un peu plus en conscience que moi j'ai fait il y a 8 ans. Et parce que ça va vite sur les réseaux sociaux quand même, en quelques années,
on a un petit peu Non, mais c'est vrai que défriché le mot ça. naïveté, ça revient très souvent dans mes interviews, tu vois, de femmes qui disaient qu'elles étaient hyper confiantes en mode tout va bien se passer. Oh là là, j'étais naïve. Et ouais, c'est un mot qui revient très souvent. Après, j'ai eu beaucoup de chance que tout s'est bien passé sur le plan physique, de la santé. Tu vois, il y a ça aussi, ces paramètres-là qu'on peut pas anticiper en amont. Bah, peut-être qu'il faut de la naïveté pour se lancer à faire des enfants. J'imagine que c'est un des paramètres parce que quand on a trop d'infos, après, c'est peut-être plus complexe. Mais en tout cas, quand je suis devenue mère, mon monde tel que je le connaissais, vraiment, il s'est effondré. Et la personne que j'étais, j'avais l'impression qu'elle venait de mourir sous mes yeux et je ne me reconnaissait plus dans mon identité. Et c'est ça la matrescence, hein, c'est ce changement fort d'identité. On le ressent plus ou moins fortement. Moi, j'ai vraiment ressenti très fort. Tout a explosé. Et la reprise du travail a été très compliquée dans un contexte où on m'a arnaquée, soyons très... Il y a eu une discrimination liée à mon retour de congé maternité. Donc on est très fragile dans ce moment-là, on est très sensible et pour mon premier enfant, j'avais pas les codes, voilà, j'étais pas prête. L'environnement de mon travail n'a pas été accueillant du tout et a été plutôt destructeur. Et donc j'ai tenu 6 mois à mon retour de congé mat. J'ai fait un dernier événement en juillet 2018 à Berlin au championnat d'Europe d'athlétisme. Donc c'était mon sport, c'était trop cool. Et puis j'ai dit stop, en fait je démissionne. Et donc j'ai démissionné dans la foulée, en fait, après avoir eu ma fille 9 mois après. Alors il y a plein de gens qui disent je vous conseille dans la première année d'un enfant de ne jamais déménager, ne pas vous séparer, ne pas changer de taf parce qu'il se passe tellement de choses en une année que c'est forcément bouleversant et qu'on a envie de tout faire éclater. Et j'entends tout à fait. Mais au final, ça a été la bonne solution pour moi. Peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu pour être plus stabilisée, mais même à un moment ou un autre, je serais partie parce que ça correspondait plus à mes valeurs. Je ne me voyais pas travailler dans une entreprise qui m'avait autant mis sous terre alors que je venais d'avoir un enfant, en fait. Les entreprises doivent comprendre qu'elles ont tout à y gagner, à accueillir comme il faut une nouvelle maman, ou un nouveau papa, à les mettre dans les meilleures conditions possibles parce que c'est un gage de longévité dans la société, dans l'entreprise. Moi, ils se sont tirés une balle dans le pied, clairement. C'était pas gérable pour moi de rester sur le long terme. Il y avait eu trop de choses anormales. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat par défaut. Parce que je suis devenue mère et que je ne voulais plus subir une organisation salariale et d'entreprise qui correspondait pas à ma façon de voir les choses. Et puis, je tiens quand même à dire, je travaillais à France Télévisions, qui est un très gros groupe, il y a 10 000 salariés. On a des acquis sociaux très forts, hein. Donc, on a 4 mois après la naissance de notre enfant où on peut rester avec notre bébé. On n'en a pas 3, mais 4. On a ensuite, pendant jusqu'aux 6 mois du bébé, on a le droit de travailler que 4 jours par semaine, payé 5. Tu vois, on a quand même plein de petits avantages sociaux qui sont très bénéfiques à la nouvelle maman. Mais ça n'empêche pas, si la structure managériale, si les gens qui sont en TN+1 ne sont pas formés comme il faut à t'accueillir, t'as beau avoir les acquis sociaux, ça va tiquer un moment. Donc je trouve que c'est important de le noter. Même moi, tu vois, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est vraiment une leçon que j'ai retenue et quelque chose qui va être très important pour moi dans mon parcours de chef d'entreprise, parce que je sais ce que je ne voudrais pas, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a la culture d'entreprise autour, au-delà des mesures c'est pas anecdotique. Évidemment que c'est apprécié, appréciable, mais ça fait pas tout, quoi. Ça c'est Oui, super on a important. une augmentation de salaire, on a des choses, hein, qui sont vraiment quantifiables et qui sont importantes. Mais si ça va pas avec le reste, ça sert à rien, en fait. Oui, puis il y a peut-être aussi l'effet entre guillemets pervers de ah bah c'est bon, elles vont pas se plaindre déjà qu'elles ont ça, 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 ça. Voilà, il y a pas intérêt à en plus qu'on les cajole ou qu'on fasse qu'on en fasse plus parce que il y a un côté presque parfois pas des jalousies, mais oui, ce côté un peu injuste. Pourquoi eux, ils ont le droit, etc. Donc, c'est vrai que c'est hyper important, de travailler cette culture et la formation des managers dont tu parlais. Et la question aussi qui me vient en t'écoutant, c'est donc on a compris que voilà dans cette entreprise, tu te sentais plus de t'y investir. Vu la forme de trahison que tu as ressentie et vécue. Et tu disais, voilà, du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par défaut. Est-ce que tu as envisagé d'être salariée autre part? Enfin, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que c'est quand même un choix qui est pas forcément
évident à faire. Surtout en France, on n'a pas, je dis pas que c'est mal vu, hein, c'est bien vu, mais les gens sont frileux quand même autour. On dit ah bon, t'es sûr, mais tu vas faire un trou dans ton CV. Enfin c'est voilà, il y a quand même une culture autour de l'entrepreneuriat, même si ça se développe, qui est pas encore tout à fait là, et encore moins en 2018 à l'époque où toi tu décides de te lancer. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé? Je pense que c'est très dû à mon TDAH. En fait, donc j'ai un TDAH qui est donc drivé par l'impulsivité et moi, quand je décide un truc, je réfléchis pas du tout aux conséquences et je me dis: «Ça va le faire, je vais y arriver, je sais pas comment, mais je trouverai une solution». Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc j'ai plusieurs, tu vois, atypies, neurodéveloppementales et je pense qu'une très grosse entreprise, ça correspond pas à ma manière de fonctionner. Donc finalement, c'était un soulagement. Je me suis sentie tellement mieux juste le jour où j'ai démissionné, où je suis sortie de ces carcans où je pouvais pas être qui j'étais vraiment, en fait. C'était pas possible. Bon, tu rajoutes à ça avec un milieu très, très sexiste, le patriarcat. Donc vraiment, j'étais trop étouffée pour être qui je suis vraiment. Donc pour moi, c'était une évidence que je retournerais pas dans le salariat et que je ferais comme moi j'ai envie. Après, j'ai un papa qui a été entrepreneur, donc j'ai eu cet exemple-là. Et très fortement, j'ai été influencée par mon expérience aux États-Unis où j'ai vécu 1 an quand j'avais 17 ans, dans un lycée américain, mais dans une famille américaine. Et ils sont tous entrepreneurs. Toutes mes amies que je me suis faites il y a 18 ans maintenant, avec qui je parle tout le temps, hein, ces gens-là, elles font toujours partie de ma vie. Elles sont entrepreneuses et elles m'ont beaucoup aidée. Et c'est vrai que juste avant que je démissionne, je suis allée aux États-Unis dans ma famille pendant 2 semaines. Et à force de discuter avec tout le monde, quand je suis revenue, j'ai posé ma démission. Vraiment, le lundi où je suis revenue de mon voyage aux États-Unis, j'ai posé ma démission et dans ma tête, c'était clair que j'allais être entrepreneuse. Alors, j'étais micro-entrepreneuse puisque j'étais solopreneuse. À ce moment-là, je faisais que des choses pour moi. Je faisais encore du journalisme, mais de manière un peu différente, ponctuelle, et j'animais des événements. Et j'ai eu une chance énorme, c'est que ce milieu-là peut être très rémunérateur. Pas tellement de journalisme d'ailleurs, je tiens à préciser, mais plus quand tu animes des événements, que tu es speaker, tu peux très vite faire un chiffre d'affaires correct sans travailler 7 sur 7. Donc ça correspondait plus à qui je suis parce que je suis quelqu'un qui adore bouger, qui a du mal à rester au même endroit, faire la même chose, et je décidais de oui ou non, j'accepte ou pas. Donc ça correspondait bien à ce que je voulais. Mais tu vois, ça a vraiment été graduel puisque je suis démarrée solopreneuse et pour après vraiment envisager de créer une entreprise et avec là, c'est complètement différent du coup. Ah bah, tu nous en reparleras parce que c'est justement entre tes 2e et 3e grossesse et une des nombreuses raisons pour laquelle j'ai voulu t'inviter sur le podcast. C'est aussi pour que tu nous racontes la différence de vécu justement entre tes différentes grossesses à différents statuts juridiques presque, parce que ça c'est vrai que c'est une question que se posent pas mal les entrepreneuses qui envisagent des grossesses. C'est est-ce que j'en suis au bon stade? Est-ce que ce serait pas mieux si les choses étaient plus ou moins structurées? Enfin voilà, donc ce sera top d'avoir ton avis là-dessus. Mais pour reprendre le fil de ton histoire, donc tu as eu ta première fille, ça t'a chamboulé à tel point que tu démissionnes, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je crois que dans le mix de faut pas faire la première année, il y a aussi un déménagement à Bordeaux, il me semble. Et donc tu te lances dans l'entrepreneuriat avec donc une micro-entreprise, avec des missions freelance. Quand est-ce que naît la matrescence? Bah, tu vois, j'accouche en septembre 2017. Tout de suite, je cherche des réponses à mes questions. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être folle, en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, très, très vite, je tombe sur un article et un TEDx de Alexander Sachs, qui est une psychologue américaine, psychiatre américaine, qui a remis au goût du jour ce mot, la matrescence. d'Anna Louise Raphael, américaine, qui est décédée depuis, qui avait créé ce mot dans les années 70. Donc c'est le mix de maternité et adolescence. Et donc le jour où je tombe sur ce mot, j'ai vraiment une révélation, parce que bon, il y a le mot, mais il y a toute l'explication derrière du changement d'identité, de ce que ça fait. Et enfin, tu vois, la pression sur moi redescend et je me dis, je ne suis pas folle, je suis normale. Ce qui m'arrive est normal, on n'en parle pas assez. Et donc là, je commence à en parler à tous les gens autour de moi. Tu connais ce mot? Tu sais ce que ça veut dire? Et donc, je me rends compte que personne ne connaît ce mot, évidemment. Et à la base, mon but, c'était plutôt de créer un lieu. J'avais vraiment l'idée de créer un lieu pour les parents
Il y en a plein qui se sont ouverts depuis dans cette mouvance-là, mais pour accueillir les parents, faire des ateliers, je m'étais sentie tellement seule à ce moment-là que j'avais besoin de me dire qu'un lieu aurait pu exister pour m'accueillir dans mon congé mat ou après. Mais avec l'idée de transmettre des savoirs, tu vois, de faire des ateliers, des conférences. Et puis en parallèle, je suis quand même toujours journaliste dans le sport. J'écoute énormément de podcasts à cette époque-là. En France, c'est pas encore démocratisé. Je lance un podcast qui s'appelle le Spotlight pour interviewer des grands sportifs et sportives chez eux et vraiment comprendre l'envers du décor, tu vois, derrière justement le Spotlight, derrière les lumières. Et puis, je lance ce podcast et je me rends compte que c'est très facile, en fait. Enfin, voilà, une fois que je suis journaliste, une fois que j'ai compris la technique, comment ça marche, en 2018, c'était pas aussi simple que maintenant, clairement. Je me dis, en fait, je suis capable. Et donc, je lance ce podcast en 2018. Et en mars 2019, j'ai pas beaucoup de travail, je m'ennuie un peu, je sais pas trop quoi faire. Et je me dis, allez, pourquoi est-ce que je lance pas un deuxième podcast? Ça va m'occuper. J'ai plein de questions. Je sais qui je peux aller interviewer. Si moi, ça m'a autant soulagée et que je me rends compte que personne connaît ce mot et ce concept, je suis sûre que ça va parler à quelques femmes, au moins. Et donc, en mars 2019, je lance le podcast La Matrescence. Et au bout de 6 mois, c'est tout de suite... très vite, ça prend, mais vraiment, au bout de 6 mois, ça explose. Donc... je comprends le potentiel de ce que j'ai entre les mains et c'est là où je réfléchis différemment, tu vois. Et c'est là où tu commences à te dire, ok, en fait, le projet de lieu, c'est bien, mais il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire. Moi, mon truc, ça va vraiment être de développer ce podcast. Super. Et ta deuxième fille, du coup, quand est-ce qu'elle arrive, ce projet de deuxième bébé, et surtout où en est ton activité de solopreneuse / podcasteuse à l'époque, avant du coup de tomber enceinte une deuxième fois? Tu vois, j'ai toujours ce projet d'ouvrir un lieu, donc j'ai fait un business plan. Enfin, moi je connais rien à ça. J'ai un master de journalisme, une licence d'histoire, donc vraiment l'entrepreneuriat, j'ai jamais eu un cours d'économie de quoi que ce soit. Donc je comprends rien. Je lis beaucoup de livres, j'essaye de m'intéresser pour pas faire trop d'erreurs. J'en ai fait plein, évidemment. Et je me rends compte que ça va demander beaucoup d'argent, que c'est de l'investissement. Et je me dis, mais en fait, là, j'ai quand même envie d'avoir un deuxième enfant. Et je me vois pas faire des horaires, tu vois, de pas être dispo. En fait, ça va être trop contraignant et ça sera pas gérable, sachant que je suis plus salariée. Donc, je me dis, je mets de côté ce projet, ça sera un autre moment. Puis, je te dis, voilà, t'as raison, je vois que le podcast décolle en septembre, et genre vraiment que les écoutes sont très bonnes pour l'époque. Et je suis intégrée tout de suite à un groupe de podcasteurs sur WhatsApp. On est une trentaine de podcasteurs français, ou 20 peut-être. Et donc là, c'est le début et ils commencent à dire oui, moi je suis payé tant, j'ai des sponsors. Et donc ce groupe-là, une des personnes, Mathieu Stéphanie, qui est celui qui a le podcast Génération Do It Yourself, me donne mon premier sponsor en fait. Et donc je vois à quoi je peux m'attendre, combien ça peut générer de revenus, ce qui n'est pas du tout le cas au début, mais... et donc, au bout d'un an de mon podcast, je commence à pouvoir en vivre. Et moi, je décide de faire un enfant à ce moment-là, un deuxième. Enfin, on décide de faire un deuxième enfant. Et je tombe enceinte, pareil, encore en décembre, 3 ans après, 2019. Et donc, c'est en plein pendant la pandémie. Et clairement, je me dis déjà, ouf, je n'ai pas lancé cette salle parce que pendant la pandémie, ça aurait été très compliqué. Et deuxième chose, c'est que là, le podcast décolle vraiment parce que pendant la pandémie, les parents se retrouvent chez eux, seuls avec leurs enfants, et en fait, ont plein de questions et se posent plein de questions. Et donc, mes épisodes sont très, très écoutés, contrairement, par exemple, aux podcasteurs en business qui ont perdu des écoutes à ce moment-là. Nous, c'est l'inverse, en fait. Tous ceux qui étaient tu vois, Bliss Stories, Clémentine, elle le dit aussi. On a toutes décollé vraiment, vraiment à ce moment-là. Donc, Clémentine, elle avait lancé son entreprise juste avant. Et d'ailleurs, c'est un des facteurs qui fait que je me dis c'est possible, puisqu'elle venait de quitter TF1. On vient toutes les deux du monde des médias, c'est marrant. Et on discutait souvent, donc je voyais en fait que c'était envisageable de pouvoir créer une économie autour de ce projet-là. Et donc, je suis enceinte de ma deuxième. Je suis toujours en micro-entreprise, mais tu vois, mais vraiment, j'ai une chance là, faut pas se mentir, c'est vraiment de la chance. Pile à ce moment-là, le Covid arrive et mon podcast décolle et je suis rémunérée par le podcast. Et pile à ce moment-là, je ne peux plus faire de journalisme, je ne peux plus faire les événements que je présente, donc je n'ai plus de revenus de ce côté-là. Si je n'avais pas eu le podcast, ça aurait été très, très compliqué pour moi. Mais vraiment, le podcast m'a sauvée là-dessus parce qu'en fait, tout de suite, j'ai fait mon année au plafond en micro-entreprise.
Donc tu vois, j'ai réussi jusqu'en septembre. Donc j'ai fait 70 000 € de chiffre d'affaires et j'ai accouché en fait. Du coup, mon congé maternité, quelque part, en étant solopreneuse, je l'ai pris parce que les 3 derniers mois de l'année, je ne pouvais plus travailler puisque de toute façon, j'avais atteint le plafond. Donc vraiment, ça s'est goupillé de manière extraordinaire qui est pas liée à moi. Hein. Vraiment, la conjoncture, elle a été en ma faveur, mais j'ai eu de la chance. Quand même, faut le dire parce que parfois, on parle de beaucoup, tu vois, de volonté dans l'entrepreneuriat, de capacité. Alors oui, faut être là au bon moment et après profiter, tu vois, surfer sur ça. Mais j'ai eu de la chance. Je tiens à le dire, j'ai eu de la chance dans le contexte économique très compliqué dans lequel on était à ce moment-là, en étant enceinte. Donc tout s'est pour moi enclenché. Double stress. Oui, et tout s'est enclenché de manière super. Et donc j'ai très vite vu cette année-là, en même temps que j'étais enceinte de ma deuxième fille, que j'allais pouvoir en vivre et que c'était quelque chose qu'il fallait que je développe. Et au-delà de du coup cette activité qui décolle, ta deuxième grossesse, comment tu la vis maintenant que tu es entrepreneuse et que tu peux t'organiser comme tu veux, que tu es plus dans ce monde à 99% d'hommes ultra patriarcal dont tu parlais. Est-ce que tu as senti une différence toi qui as vécu des grossesses en tant que salariée, en tant qu'entrepreneuse, comment ça s'est passé pour toi cette deuxième grossesse? Déjà, t'as pas le stress de devoir l'annoncer à qui que ce soit, hein, tu fais ce que tu veux. Non, mais tu vois, par exemple, ma première grossesse, donc je travaillais à la télé, j'ai fait 7 pays différents enceintes, j'étais tout le temps, toutes les semaines, j'étais dans un avion, c'était très fatigant. Alors, heureusement, c'était ma première grossesse, donc c'est plus facile à vivre, tu vois. Mais vraiment, c'était beaucoup plus intense et je pense que c'était trop au final. Et encore heureux, j'avais pu m'arrêter au bout de 6 mois, parce que ça arrivait la fin de la saison, c'était l'été, donc c'était parfait. Mais les 6 premiers mois, c'était quand même très intense. Là, ma deuxième grossesse, c'était Covid. Je pense que tout le monde se souvient, il faisait très beau. J'ai la chance d'avoir une maison. On avait un jardin qui était en travaux, mais on avait un jardin. Et moi, j'avais mon mari à la maison. C'est-à-dire que avant le Covid, lui et moi, on n'avait jamais passé une semaine entière ensemble à la maison avec notre fille. Parce que lui, il était tout le temps en déplacement, j'étais tout le temps en déplacement. On jonglait en fait beaucoup. Et en fait, ça a été un bonheur pour nous de passer ces 3 mois en vase clos, d'être dans notre bulle, de ralentir le rythme. En fait, enceinte, on s'impose des choses sur le rythme au lieu de profiter, de ralentir et dans le moment présent. Et c'était très facile pour moi de le faire puisque j'avais pas ce FOMO, ce fear of missing out, parce que tout le monde était au ralenti. Et je pense que pour tous les gens qui étaient dans des bonnes conditions, vraiment, je tiens à le dire, j'avais les conditions parfaites, et on n'avait pas de stress d'argent, c'était idéal en fait. Donc j'ai vécu une grossesse plutôt sereine de ce point de vue-là, pas du tout pour autre chose, parce que pendant cette grossesse-là, j'ai dénoncé dans les médias justement ce qui m'était arrivé en tant que salariée à France Télévisions, et ça a explosé parce qu'il y avait rien, il y avait pas de sport à la télé à ce moment-là, donc j'ai fait la une de l'équipe, tu vois, j'ai fait des... Alors là, par contre, je me suis pris un stress monstrueux parce que mes anciens collègues, je pense que s'ils avaient pu me tuer, ils l'auraient fait, tu vois, ils devaient me planter des aiguilles dans des poupées. Et donc, ils m'ont bien stressée parce que c'était pas très fair comment ils se sont comportés avec moi après. Ils ont pas du tout apprécié que je mette un coup de pied dans la fourmilière. Et donc ça a été difficile. J'étais fragile, enceinte, j'étais très stressée. Je savais pas bien gérer mon stress à l'époque. Ça serait complètement différent aujourd'hui, tu vois. Mais je comprenais pas le système nerveux, je comprenais pas mes déclencheurs. J'ai appris beaucoup de choses depuis 5 ans. Donc j'ai eu... Mine de rien, quand on est enceinte, on réagit pas toujours comme quand on est dans notre état normal aussi. Il y a des femmes quand elles sont enceintes qui se retrouvent hyper émotives alors qu'elles ont pas du tout l'habitude, ou hyper anxieuses alors que pareil, c'est pas forcément dans leur tempérament. Donc c'est vrai que quand t'as des gros chocs émotionnels comme ceux que tu décris là, et que en plus t'es pas dans ton état entre guillemets normal, on imagine bien que ça a dû pas être évident à gérer. Il y avait quand même tout le contexte anxiogène, même si moi je vivais dans une bulle, on était quand même en plein Covid. Pour toutes celles et ceux qui l'ont vécu, c'était difficile. C'est quand même un moment dans l'histoire qui était très très particulier, ces 8-9 semaines-là. J'ai vraiment eu de la chance sur ça, c'est que ma grossesse en plus, elle s'est très bien passée, mais moi j'ai accouché à la maison, donc j'étais accompagnée par une sage-femme à domicile, ce qui veut dire qu'on pouvait aller la voir ensemble avec mon mari. On n'était pas dans ce côté anxiogène du médical. Toutes les femmes qui ont accouché en 2020, je sais à quel point elles ont souffert, à quel point ça a été vraiment difficile.
Et moi, j'ai vécu une expérience merveilleuse à côté de ça. J'ai accouché à la maison. C'était juste incroyable. Enfin, vraiment, c'était... Pouah. J'ai vécu mon meilleur postpartum. Vraiment, mais c'était... C'était fou, tu vois, cette deuxième grossesse, ce deuxième accouchement, ce deuxième postpartum. Donc, j'ai vécu une année 2020 géniale. Et en plus, mon activité a trop bien marché et j'étais déchargée du stress par rapport à ça. Donc, je te dis encore une fois, j'ai eu de la chance. Et je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport au congé maternité en tant qu'auto-entrepreneuse. Tu nous disais, toi, voilà, t'es arrivée au plafond, donc dans tous les cas, tu voulais plus facturer, donc t'as arrêté de travailler pour les 3 derniers mois, puis ça collait, ça coïncidait avec voilà la période, en tout cas après naissance. T'avais dit t'es tombée en décembre, donc naissance en septembre. Est-ce que t'as fait des démarches pour obtenir un congé maternité? Comment t'appréhendais cet aspect-là plus administratif et gestion financière? Ben, le truc, c'est qu'en 2020, il n'y a pas de congé maternité pour les micro-entrepreneuses. Je crois que la loi, elle passe en 2021. Non? Je me trompe, non? Non, ouais. Alors, il y a eu un gros changement en 2019, mais effectivement, ouais, il y avait déjà des indemnités. Après, c'était encore peu connu. Parce Mais que je crois que justement c'était plafonné. ce gros changement, en fait avant les entrepreneurs étaient au RSI, donc c'est le régime social des indépendants, et les indemnités étaient, c'était déjà le système était compliqué et les indemnités étaient pas forcément à la hauteur en fait de celles des salariés. Ils ont fait basculer sur la sécurité sociale, en tout cas sur le régime général classique, et en essayant justement de faire en sorte que ce soit à peu près équivalent, même si les calculs sont différents. Mais donc effectivement, ouais, t'étais dans la première génération qui en avait potentiellement droit. Après, à cette époque-là, il y a eu un gros changement. Tu parlais de 2021, 2022. En fait, entre 2019 et 2021, 2022, on devait prendre 3 ans d'historique de sa boîte. Donc toi, tu venais de te lancer, tu n'avais pas forcément les 3 ans, et ça confusait énormément. Et ils ont changé ça, donc depuis 2022, on peut du coup, si on n'a pas les 3 ans, et on prend au prorata du temps qu'on a été entrepreneuse, et on peut prendre en compte d'anciens statuts. Donc ça, c'est les changements qui ont eu lieu pile au moment où toi, tu avais ta grossesse en tant qu'auto-entrepreneuse, quoi. Mais donc, j'ai même pas cherché à en bénéficier. Et je crois aussi parce qu'à cette époque-là, si tu avais un plafond, il y avait un plafond, il y avait une histoire où de toute façon, tu sais, j'avais trop fait de chiffre d'affaires sur ce moment-là. Bref, j'avoue, je sais plus, mais j'ai pas pris du tout de congé maternité rémunéré. Donc, en fait, j'ai juste pompé sur mes économies pendant 3 mois. Hein. Ça, voilà, c'est tout. J'y ai même pas réfléchi que c'était pas normal. Tu vois, aujourd'hui, avec mon mari, on en discute souvent et je lui dis, tu vois bien qu'il y a eu un problème, en fait, dans la répartition des coûts. Hein. Des fois, on est nos propres ennemis. Hein. Moi-même, j'ai pas fait attention parce qu'ensuite, donc ma fille, elle est née en 2020, septembre 2020. Elle n'a été gardée qu'en septembre 2021. Moi, je l'ai gardée pendant 1 an à la maison, avec toutes les restrictions sanitaires qu'il y avait, les confinements, déconfinements, confinements. Donc, j'ai tout fait, en fait. C'était très compliqué parce que j'avais quand même mon podcast. Alors, effectivement, c'était génial. Mon podcast, je pouvais le faire à la maison avec mon bébé. Alors, j'avais une deuxième fille qui dormait pas. C'est toujours très compliqué le sommeil pour elle. Ça va mieux maintenant. Mais donc, vraiment, ça a été une accumulation de fatigue qui a été difficile. Et pourtant, mon postpartum immédiat, tu vois, les 3 premiers mois étaient magiques. Mais très vite, l'après a été très compliqué. Et ça a été très compliqué avec mon mari parce qu'il a pas pris la mesure. Lui, il s'est pas occupé de notre fille alors qu'il était à la maison, hein, puisqu'il travaillait de la maison. Et toute la charge allait tomber sur moi. Et c'est souvent ce qui se passe pour les mères qui se lancent, hein, qui se disent comme ça, je vais pouvoir tout faire en même temps. Mais à quel prix? Au détriment de qui? Moi, je sais très bien aussi, on était dans un contexte de pandémie, donc c'était hors de question que je mette mon enfant à la crèche avec des gens masqués toute la journée. Non, en fait, à cet âge-là, c'était pas possible pour moi. Donc j'ai fait ce choix-là aussi en ayant tout à fait conscience qu'on était dans un contexte qui permettait pas de pouvoir se dire j'ai besoin de souffler, prenez-la. Je l'ai fait en septembre d'après quand les masques ont été enlevés. Et ça, c'est dur, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Autant avec un enfant, ça passait. Hein, ma fille est rentrée à l'école. Autant avec 2 et 1 à la maison, j'ai commencé à souffrir quand même
de la charge que ça représentait de gérer une entreprise que tu peux pas vraiment développer au final. Hein. Je suis dans un secteur où, ok, je peux travailler de la maison de manière spontanée et m'organiser comme j'ai envie. Et c'est plutôt bien rémunéré. Mais si je veux développer, il y a un moment, il faut que je puisse quand même mettre le nez dedans et pas subir. J'avais vraiment cette sensation de faire que ça, subir. Et puis, je suis tombée enceinte de ma 3e fille. Donc ça a été vraiment compliqué. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais justement de cette année après la naissance de ta 2e fille où t'as travaillé de la maison et tu t'es occupée et d'elle et de la première parce que je trouve qu'on fantasme parfois en fait cette idée que quand on est entrepreneuse et pour celles qui ont un métier compatible avec le fait de travailler à la maison, génial, on n'a pas besoin de prendre de mode de garde. Et évidemment que en tant que féministe, moi je suis pro choix, c'est-à-dire que chacun fait ses choix en conscience et je suis pas là pour essayer d'orienter les choix d'un côté ou d'un autre. Je pense que c'est hyper intime de choisir de faire garder son enfant par qui, comment, combien de temps, etc. Mais c'est important aussi que ces choix ils soient éclairés et empourrés. Et puis c'est le rôle aussi, enfin en tout cas l'ambition du podcast Grossesse d'entrepreneuse en faisant circuler les retours d'expérience que chacune puisse se projeter et savoir à quoi s'en tenir. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Toi qui avais un podcast qui montait en flèche avec une belle communauté, un chiffre d'affaires au plafond de la micro-entreprise, mine de rien, même si tous les feux sont au vert, quand tu passes 1 an à t'occuper de tes enfants en bas âge, il y a pas de mystère quoi, c'est compliqué de tout conjuguer et il y a quelque chose qui doit donner et parfois c'est le développement de sa boîte. Et encore une fois, si on fait ce choix en conscience et qu'on est on est ok avec ça, il y a aucun problème, voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant que tu puisses faire ce retour d'expérience. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu, puisque dans ce que tu racontais, c'était un choix à moitié subi aussi avec le contexte et puis dans un contexte de disparité avec ton mari qui lui malgré le fait qu'il était à la maison n'a pas forcément pris autant cette charge-là. Comment est-ce que t'as vécu justement de devoir concilier les deux? En fait, tu sais, c'est toujours pareil quand t'es dans le moment, tu te rends pas trop compte que t'es en train de prendre l'eau. Tu t'as enclenché le mode automatique, t'es dans la machine à laver et tu dis c'est dur, mais tu captes pas trop là où est ton pouvoir. Et je te dis, j'étais dans un contexte où je me sentais un peu coincée. C'est-à-dire que je pouvais pas trouver de mode de garde de toute façon, c'était pas gérable. Puis toutes celles qui ont eu un enfant en septembre savent que c'est très compliqué. Il vaut mieux faire un enfant au mois de mai, juin, pour pouvoir avoir un mode de garde en septembre. Voilà, c'est ça, tu vois. Tu sais, donc voilà, c'était un choix que je regrette pas. Je pense aussi que si je n'étais pas tombée enceinte au mois de mai d'après, donc 17 mois, enfin 8 mois plutôt après la naissance de ma 2e, clairement, je me serais facilité la tâche. Là, j'ai accumulé les difficultés en pleine pandémie. Je pense que ce qui est le plus dur, c'est que tu te rends pas compte. Et d'autant plus que comme on était dans la pandémie, j'avais un cercle social très réduit. Donc, tu échanges moins avec les gens. Tu vois, j'ai pas le temps de prendre mon téléphone et de parler 2 heures, en fait. Quand t'es à la maison, t'as les enfants, t'es sollicité. Il a fallu que je puisse sortir de mon foyer, me poser 2 secondes sans ma fille que j'allaitais. Donc, je l'avais tout le temps avec moi. C'était la bonne excuse aussi, tu vois, de dire pour mon mari, oui, mais je peux pas, tu l'allaites. C'est vrai, on était dans ce truc-là où on a mal géré ensemble. Hein. Moi, j'ai pas mis assez de limites de mon côté et lui, il a pas assez pris conscience. Mais en plus, j'avais pas ce tissu social qui pouvait me dire, là, Clem, t'es fatiguée, là, ça se voit. Attention, est-ce que tu peux pas trouver une solution? Est-ce qu'on peut te déléguer? C'était très compliqué. Enfin, tout était fait pour que, tu vois, ce soit complexe pour moi de lâcher prise. Je regrette pas de l'avoir fait et encore en plus à ce moment-là ma micro-entreprise elle explose parce que tout de suite dans les 5 premiers mois je fais le chiffre d'affaires max de la micro-entreprise donc je suis obligée de la fermer et de créer une société. Donc je crée ma société une SARL en mai 2021. Le 3 mai 2021 je tombe enceinte de ma 3e fille le 21 mai 2021 et tout s'enchaîne.
Ouais, mais catastrophe pour moi. Enfin, sincèrement, hein, je découvre tardivement que je suis enceinte, hein, 7 semaines après. Et là, pour moi, c'est un coup de massue parce que je comprends pas grand-chose encore à l'entrepreneuriat des sociétés. Que quand tu passes de la micro-entreprise à la société, il y a vraiment un autre level de compréhension, de charge, de ce que ça implique. Hein. Mais j'ai bien compris qu'il va falloir que je fasse au moins le double de mon chiffre d'affaires si je veux pouvoir me payer correctement. Enfin, tu vois, vu toutes les charges qu'il y a. Donc, j'ai quand même ça en tête de me dire, mais comment je vais doubler mon chiffre d'affaires, sachant que là, je vais encore devoir m'arrêter. Et en France, quand on a un 3e enfant, on peut s'arrêter 6 mois. Donc, je me doute que si on donne 6 mois en France, c'est que c'est costaud d'avoir 3 enfants. Tu vois, c'est que le 3e enfant, ça demande des ressources fortes. Et moi, c'est panique à bord pour moi. Franchement, j'ai appelé ça le burn-out patriarcal parce que j'avais la sensation qu'on a une société qui nous pousse à échouer en fait dans cette dimension-là. On peut pas tout avoir en même temps. Ça, c'est vraiment, je vais le dire, hein. Il y a un moment, il va falloir faire des choix, sinon c'est au détriment de notre santé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Et je dis burn-out patriarcal, je l'appelle comme ça parce que aussi, mon mari n'a pas été éduqué à voir que c'est ingérable en fait pour une femme d'avoir tout ça en même temps et qu'il faut à un moment rééquilibrer les choses. Et burn-out patriarcal parce que moi-même, j'ai été élevée dans une société patriarcale qui demande aux filles de se sacrifier en permanence avec aucun retour. Et je me suis sacrifiée alors que j'avais pas à le faire. Personne ne m'a demandé non plus. Hein. Mon mari, c'est pas le vilain de l'histoire. Il n'est pas venu avec un couteau en disant tu dois tout faire. Et c'est aussi moi hein, qui ai tout accepté sans mettre de limites, sans dire je ne vais pas être capable. Et donc non. Ça a été beaucoup de choix intenses 2021. Et encore, je le redis, hein, mais le contexte dans lequel on était, autant j'ai vécu un moment de bonheur pendant les 8 semaines de confinement, autant tous, on n'en pouvait plus en 2021. Des confinements, des restrictions. C'était devenu très lourd, quoi, pour tout le monde. Donc, je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat d'entreprise dans les meilleurs contextes. Vraiment, ça a été très compliqué pour moi. Et du coup, pour cette 3e grossesse qui s'annonce, voilà, à l'aube de la création de ton entreprise, voilà, tu sens que ok, ça va être compliqué. Est-ce que tu mets en place des choses? Est-ce que tu commences à recruter aussi? Parce que c'est souvent ce qui se passe. Plus les activités maturent, plus on va avoir tendance à s'entourer, et d'autant plus quand on sait qu'on va devoir s'arrêter, comme c'était ton cas. Voilà, qu'est-ce que tu mets en place dans ton entreprise pour justement essayer d'endiguer le problème? Non, clairement, j'ai recruté personne et j'aurais dû, mais j'étais pas en capacité. Donc, tu vois, je découvre en gros en juillet 2021, je me dis que je garde ce bébé, ma 3e fille. Donc, elle est prévue pour février 2022. Donc, je décide de me dire, je vais m'arrêter de travailler en janvier. Et en fait, j'ai un peu un regain d'énergie parce qu'en septembre, ma fille rentre enfin à la crèche au bout d'1 an. Donc, pour la première fois depuis 1 an, je suis seule et je peux respirer. J'ai arrêté d'allaiter à ce moment-là, mais je suis seule, mais enceinte quand même. Et donc, j'ai 3 mois où je suis au 2e trimestre et tu vois, d'un coup, j'ai du temps, je peux me structurer, m'organiser. J'ai tellement de retard sur mes papiers, surtout. Et donc, j'essaie de comprendre comment fonctionne une entreprise, hein, tout court, comment on facture, qu'est-ce que j'ai le droit de déduire, la TVA, les frais. Mais je comprends pas très bien tout ça encore à l'époque. Et surtout, en fait, je dois racheter ma micro-entreprise. On n'en parle pas du tout de ça, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu as lancé une micro-entreprise et que tu, derrière, switch en entreprise, tu dois racheter la valeur de ta micro-entreprise avant. Et donc, moi, comme ça correspond au moment où je vais être enceinte, je me dis, mais je vais la racheter, c'est à hauteur de 70 000 €. Je vais la racheter en 18 mois, en fait, parce que je suis pas sûre d'avoir les fonds pour tout de suite. Enfin, je sais pas très bien faire le calcul de ce qu'il faut faire ou pas. Sauf que quand tu fais ça, tu ne touches pas de salaire, en fait. T'as pas de charge sociale. Donc, je décide de pas me verser de salaire, mais de racheter tous les mois, de me verser un salaire qui n'est pas un salaire, qui est le rachat, mais qui n'est pas chargé. Alors oui, effectivement, ça me permettait de ne pas avoir 44% de taxes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cotise plus. Ça veut dire que pour ma retraite, je ne cotise pas. Ça veut dire que pour le chômage, je ne cotise pas. Enfin bref, ça implique quand même beaucoup de conséquences. Et ça veut dire aussi que tu cotises pas pour le voilà. fameux congé maternité. Congé maternité. Alors, comme avant, j'avais
cotiser, ça a passé. Donc, j'ai pris un congé maternité de 6 mois, de janvier à juin, où j'ai pas travaillé pendant 6 mois. Et j'ai quand même réussi à faire du chiffre d'affaires parce que, je le dis, mon business model fait que je peux faire du chiffre d'affaires sans travailler. Puisque je mettais des rediffusions de mon podcast et il y avait quand même des pubs sur mon podcast qui généraient du revenu. Alors, c'est évidemment pas à la hauteur de ce que j'aurais pu si j'avais travaillé 6 mois, mais ça m'a mis un petit fond. Et donc, ça m'a permis d'avoir 6 premiers mois quand même avec un peu de revenus, de générer du chiffre d'affaires. Et du coup, donc tu nous racontais le switch aussi de statut et donc ces 6 mois de congé maternité pour ta troisième fille. Toi, justement, comment est-ce que tu as vécu de prendre 6 mois de congé maternité alors que tu venais à nouveau de lancer, alors c'était la même activité mais un nouveau statut. Je pose la question parce que j'entends beaucoup d'entrepreneuses et je faisais complètement, je veux dire c'est typiquement quelque chose que j'ai pu dire moi aussi, dire ouais mais moi c'est pas dans mon tempérament, moi je suis quelqu'un d'hyperactif. Puis tu nous disais tout à l'heure que quand t'as grandi, tu avais cette image de toi super carriériste, que mine de rien t'as accompli plein de choses dans ta vie et de salariée et d'entrepreneuse. Donc comment est-ce qu'on arrive à se convaincre de s'arrêter 6 mois parce que sur le coup ça paraît long en fait rétrospectivement c'est pas si long que ça, mais voilà, sur le moment c'est pas toujours évident de se convaincre d'oser prendre ce temps-là. Je dirais que ça n'a pas été dur parce que sincèrement, enchaîner 3 enfants en 4 ans et demi et donc 3 grossesses et les 2 dernières en 17 mois, j'étais épuisée. En fait, il y a un moment, là, on peut pas se mentir, c'est que j'attendais ça. En fait, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin que ça s'arrête, j'avais besoin de... J'étais vraiment à bout de mes capacités physiques. Il y a des femmes pour qui la grossesse, ça passe facilement, il n'y a pas de gêne. Moi, j'ai beaucoup de sciatique, beaucoup de pubalgie, j'ai du mal à me bouger. Ma 3e grossesse, j'ai pris 22 kilos. J'étais pas bien dans mon corps et j'arrivais plus, en fait. Donc, j'avais besoin de cette pause. Donc, je sais pas si ça a pas été si dur. Je pense pour ma première grossesse, ça aurait été compliqué. J'étais pas dans le même état physique de forme. Là, j'étais épuisée. Donc, ma 3e grossesse, elle m'a permis de me montrer que je suis capable de ralentir et que c'est OK. J'ai pas eu de culpabilité, j'ai pas eu de problème. Par contre, avec mon mari, je lui ai dit, moi, j'avais quand même donc un congé maternité, et je lui ai dit, moi, je veux pas perdre de salaire, c'est pas normal, c'est mon 3e enfant, j'en peux plus là d'enchaîner, c'est encore une fois un arrêt dans ma carrière, donc je veux une compensation de mon salaire, parce que quand vous êtes chef d'entreprise, là, il y a un plafond, et vous ne pouvez pas avoir un salaire qui, si vous aviez un beau salaire, tant pis en fait, vous n'aurez que ce que la Sécu veut bien vous donner. Et ça, je trouve ça vraiment anormal parce que je peux dire que si c'était les hommes qui étaient chefs d'entreprise, qui devaient s'arrêter 6 mois pour cause d'enfants, crois-moi que les salaires, ils pourraient aller bien plus haut dans le plafond, puisque ça correspondrait mieux à la réalité. Et moi, j'ai trouvé ça très violent de me dire, en fait, tu peux être chef d'entreprise, avoir du succès, mais en fait, le congé maternité ne sera pas à la hauteur de ton succès. C'est mort. Il y a un plafond qui est correct, mais qui n'est pas le plafond de tout le monde. Et donc, mon mari a compensé, c'était pas énorme, mais il a compensé cette perte que j'avais moi. Parce que là, vraiment, j'ai dit, là, c'est mort. Je ne perds pas encore du salaire. Surtout, j'avais conscience du contexte là où c'était une entreprise, c'était pas pareil l'implication derrière. Et je pense que ça m'a rassurée quand même de me dire que j'avais un congé maternité. Donc, je me suis, tu vois, ça m'a un peu dédouané, enlevé la pression en me disant, c'est pas moi, c'est que c'est normal, tout le monde a 6 mois pour un 3e enfant parce que c'est dur, parce que c'est fatigant. J'ai repris un peu avant parce qu'il y avait Roland Garros et puis après je me suis réarrêtée et j'ai coupé, tu vois, tout l'été. Donc c'était cool aussi parce qu'au final pendant 8 mois plus ou moins j'ai travaillé sans trop travailler et j'ai gardé 8 mois ma fille à la maison aussi et elle a été à la crèche que 7 mois au bout de 7 mois. Donc c'était encore autre chose. Puis bon, après il m'arrivait encore autre chose. Quand je raconte mon histoire, je dis mais c'est n'importe quoi. Puisqu'au bout de 7 mois où, après l'arrivée de ma fille, mon mari décide de me quitter. Et là, je me retrouve seule avec 3 enfants et une entreprise. Et là, c'est un peu la descente aux enfers. Mais cette première année d'entrepreneuriat en SARL fait que je capte beaucoup de choses. J'ai une gestion très restrictive, donc je dépense pas d'argent, à part pour me payer ma micro-entreprise. Ce qui fait que c'est un bon calcul sur l'après parce que j'ai accumulé assez de chiffre d'affaires en 18 mois, parce que mon premier exercice, du coup, tombe sur 18 mois à peu près.
et fait que quand, je reviens vraiment, mais longtemps après, on va en reparler, j'ai accumulé assez d'argent pour là envisager d'embaucher quelqu'un. Oui, parce qu'en fait, pendant toute cette période et les 6 mois d'arrêt où tu continues à générer un petit peu de chiffre Mmh. d'affaires récurrent, tu toujours pas d'assistante ou de quelqu'un pour voilà faire les petites tâches de ci et de là. Du coup, est-ce que tu as réussi à vraiment tout automatiser ou est-ce que tu checkes tes mails une fois par semaine? Enfin, comment est-ce que tu t'es organisé pour que les choses puissent continuer à tourner sans ta présence? J'ai, automatisé où je dis que je suis pas dispo, hein, de toute façon, Mmh. mais j'avais anticipé en janvier, avant de m'arrêter, j'avais enregistré le plus possible de spots publicitaires de sponsoring. L'agence avec qui je travaille, donc j'avais personne, mais j'avais quand même une agence qui gérait tout, le sponsoring. Je les Mmh. avais prévenues, elles savaient, donc elles avaient pu négocier des deals en amont pour couvrir un peu cette partie-là. Donc j'ai pu enregistrer et je pense que quand même je suis honnête, je pense que ça a dû m'arriver d'enregistrer 1 ou 2 spots comme ça, en avril, tu vois? Ça Mmh. me prend pas longtemps et je leur ai envoyé. Après je gérais rien donc c'était Ouais. tranquille. Donc Non, ça, c'est super j'ai un intéressant que tu partages parce que parfois on se dit toujours: «Ouh là là, déléguer, ça veut dire embaucher un salarié, ça va non. coûter un bras, il va falloir, tout lui expliquer, enfin ça va me prendre plus de temps que ça m'en fait gagner» et cetera, et au départ, bah, c'est vrai. Mais en fait, il y a 1000 façons de déléguer et notamment, en fait, faire appel à un prestataire extérieur. Donc Mmh toi, mh. dans ton cas, c'était une agence, voilà, qui gérait les sponsoring. Mine de rien, ça t'enlève énormément de charge mentale et de charge de travail tout court, toutes les mini tâches là à droite à gauche. Et je trouve ça hyper inspirant pour celles qui nous écoutent et qui se disent: «Ah, j'en suis pas encore au stade de déléguer». En fait, faire appel à des Ouais. prestataires ou à des personnes dont c'est le métier qui vont pouvoir, bah, prendre en charge une partie stratégique de l'activité, c'est vraiment une super stratégie. Donc merci de nous avoir partagé cette coulisse-là. Et donc, tu te retrouves maman de 3 enfants en, j'allais dire, ultra bas âge parce que tu as quand même eu 3 grossesses en 4 ans et demi. Donc, voilà, tu es chef d'entreprise avec donc 3 très jeunes enfants. Tu fais ton congé maternité de 6 mois pour la 3e. Et donc tu nous disais un petit peu tout à l'heure que vous êtes finalement séparés à un moment donné avec ton mari. Et du coup là, tu fais l'expérience du entrepreneur solo et maman solo. Mmh. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Comment tu le vis et les impacts aussi sur ton entreprise? Bah, tu vois, les 3 premiers mois après son départ, donc c'est le cataclysme dans ma vie, on va pas se mentir, hein. Je me retrouve seule avec 3 bébés, lui ben, clairement, je parlerai pas pour lui, mais s'il s'en va, c'est qu'il va pas bien, donc je me retrouve vraiment assez seule et je continue de bosser. Là, pour le coup, je m'arrête pas du tout. Je venais juste de reprendre, hein, enfin et je me dis: «Non, là, j'ai pas trop le choix», donc ça marche bien. Ça faisait donc j'allais clôturer mon premier exercice, hein, sur 1 an et demi et j'avais fait un très beau chiffre d'affaires, donc vraiment aucun souci, là-dessus. J'étais pas en galère, c'était très bien. Mais j'avais quand même une très mauvaise, vision de ce que je pouvais faire avec mon argent, comment gérer les dépenses, comment gérer, bah, tu vois, les frais que je pouvais avoir. Je faisais 0 frais, je enfin, vraiment, j'étais très, Comme en très micro-entreprise, restrictive. en fait, et ouais. Exactement. Tu J'avais pas les 2, ouais, ouais. switché, sur le mode, entreprise, entrepreneuriat et les avantages que ça génère quand même, hein, d'être, entrepreneur, faut pas se mentir. Et arrive le mois de janvier et là, j'ai atteint ma limite dans ce qui est en train de nous arriver comme histoire familiale et donc je tombe en dépression. Enfin, je tombe. Je suis diagnostiquée, en dépression sévère et là, je m'arrête. À ce moment-là, je discute déjà avec un coach, en entreprise, enfin un coach qui gère les entrepreneurs et moi, je suis quand même là à me dire: «Tu crois que je dois m'arrêter? Je vais pas te» Il me dit: «Non mais là, en fait, ta priorité, c'est toi, ton entreprise, là, lâche-la faire, en fait». Parce que moi, ça voulait dire encore une fois dans ma tête, encore une fois m'arrêter. C'est-à-dire qu'être en dépression, ne pas pouvoir travailler, encore une fois, là, pour une fois, j'avais pas d'enfant, pas de postpartum, enfin on est en 2023 à ce moment-là, je me dis: «C'est pas possible, en fait, je vais jamais faire une année normale, c'est enfin, stop quoi, j'ai besoin» et en même temps, j'étais pas capable. Je pouvais pas sortir de mon lit, enfin, donc je m'arrête, janvier, février, mars, donc 3 mois complets.
je ne déclenche même pas l'arrêt de travail. C'est-à-dire que même pas je fais ce que je devrais faire, sachant que je peux, parce que j'ai une assurance et une prévoyance. Non, moi, j'aime bien ne faire appel à personne. Ne faites pas comme moi. Mais en fait, je vais te dire aussi, c'est que donc j'ai un TDAH et quand on a un TDAH, c'est très compliqué la paperasse et toutes les tâches administratives. Et donc là, dans un moment où je suis très, très, très vulnérable, je suis incapable de faire une tâche administrative. Vraiment, c'est juste ingérable pour moi. Et donc, je choisis de me soigner. Je suis sous antidépresseur, je fais beaucoup de thérapie, je lis énormément de choses. Et là, pour le coup, j'ai vraiment ralenti, mais sans avoir à m'occuper d'un autre être humain. Et je me suis occupée de moi. Et la lumière, elle est revenue très vite. Alors, j'ai une grande capacité de résilience. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça et c'est pas de leur faute. C'est génétiquement, je pense que j'ai de la chance là-dessus. J'ai beaucoup travaillé pour ça aussi, on va pas se mentir. Mais du coup, je reviens tout début avril, très en forme et là, vraiment très clair. Et moi, pendant 6 mois, donc j'étais mère célibataire, ça a été un enfer. Vraiment, j'admire les femmes qui sont mères solo de manière permanente et qui ont la garde principale. J'avais la garde principale, c'est-à-dire que j'étais déchargée que 2 week-ends par mois à peu près et de temps en temps un jeudi. J'étais épuisée et en fait quand je suis revenue travailler au mois d'avril, on avait changé le mode de garde. Ma dernière avait 1 an et j'ai dit bon, c'est très tôt mais là je vais pas me sacrifier encore une fois, c'est plus possible. J'avais beaucoup appris sur comment on met des limites et j'ai dit à mon mari avec qui on s'est remis que moi je voulais la garde alternée, même si mes filles étaient toutes petites et que ça allait être très dur pour elles, je pouvais plus en fait, j'étais pas une bonne maman et il y a un moment il fallait que je sauve ma peau pour qu'elles aient une maman qui aille bien, c'était le principal. Et donc ça m'a déchargée de beaucoup de temps parce que d'un coup j'avais 50% de temps où j'avais pas mes enfants. On est passé de je suis à 100% quasi avec elle à 50% et ça a correspondu au moment où voilà, j'ai repris pied. Et donc j'ai continué ce coaching avec la personne qui m'accompagnait et il m'a dit la première chose que tu dois faire là, c'est chercher quelqu'un en freelance. Là, c'est plus possible, là, t'as trop de retard. Et c'est ce que j'ai fait et vraiment, encore une fois, la chance, je me suis retrouvée chez le coiffeur avec, on est 2 chez ma coiffeuse avec Morgane qui est aujourd'hui salariée chez moi et qui me dit ouais, je t'avais envoyé un mail il y a quelques temps, mais bon, c'était quand j'étais en dépression. Est-ce que Morgane que tu as rencontrée d'ailleurs, Solène. Ouais. Et elle me dit ouais, si jamais ça dit. Et en fait, c'est vraiment le moment où je cherchais quelqu'un. Je dis écoute, vas-y, viens, on boit un café demain ou je sais plus quand. On a bu un café. Je sais même pas ce que c'est son CV à l'époque, mais je trouve que ça fit bien. Je lui dis ça te dirait de m'aider Je dis mais clairement c'est en dessous de ce que tu sais. Enfin, elle avait des diplômes, elle avait travaillé dans des grands groupes. Vraiment, c'était pas. Elle me dit non, vas-y, ça me fait kiffer. Et en fait, on a démarré comme ça. Et comme ce que tu as décrit tout à l'heure, j'étais persuadée que de prendre quelqu'un, ça allait me rajouter une charge, que j'étais pas capable. Bon, j'étais encore très vulnérable et fragile. Ma dernière, elle avait juste 1 an. Je venais de prendre un tunnel dans la gueule. Et en fait, pas du tout. Déjà, j'ai embauché quelqu'un d'incroyable qui a tout capté tout de suite, qui est très structuré par rapport à moi, qui a tout repris. Ouais. Et voilà, ça va faire 2 ans qu'on travaille ensemble là. Là, tu vois, peut-être potentiellement aujourd'hui, tu vois, on enregistre, ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés parce que c'était en avril. Et elle a tout structuré avec moi, quoi. Et en fait, derrière, on a travaillé 1 an ensemble en freelance, elle et moi. Puis après, c'est devenu illégal puisque en fait, elle travaillait quasiment que pour moi. Donc, j'ai pris une avocate. Tu vois, je me suis beaucoup structurée, en fait. J'ai pris une avocate. Là, j'ai tout compris à l'entrepreneuriat. J'ai sorti la tête de l'eau et j'ai très bien géré tout le reste. Donc, je l'ai embauchée en CDI en août dernier. On a une alternante, on a une stagiaire. Donc vraiment après, en vrai, à partir de avril 2023, il y a 2 ans, quand je suis revenue, décidée à ne plus m'arrêter, là, ça a été une autoroute, tu vois, vraiment. Et en gros, pour moi, la première vraie année que j'ai fait, c'est l'année dernière, l'année 2024. Tu vois, 6 ans après m'être lancée, c'est ma première vraie année sans interruption, quelle qu'elle soit. Et encore, j'ai eu la mononucléose l'année dernière, donc vraiment, c'était pas non plus l'année la plus ouf. Donc tu vois, le temps, il est long dans l'entrepreneuriat. Parfois, on voit les succès en se disant c'était rapide, c'est pas vrai. Il se passe tellement de choses. Donc vraiment, 2024, c'est mon année référence, l'année dernière. Ça, c'est très vrai ce que tu dis. C'est pas un sprint, c'est un marathon, en fait. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui va te permettre de durer, de tenir sur la durée. Il faut pas se cramer, il faut pas chercher la fulgurance instantanée parce que parfois ça peut retomber aussi vite que c'est monté d'ailleurs. Donc je pense que c'est bien à entendre aussi pour les femmes qui nous écoutent
parce pour moi, il y a plein de façons d'entreprendre. Mais c'est vrai que on valorise dans la société, puis le patriarcat, le capitalisme, c'est très les startups, quoi. C'est en start-up. Et en fait, c'est pas forcément un mode de fonctionnement qui est sain, parce que ça demande de se cramer, quoi, de jamais prendre de vacances, de pas se payer les 3 premières années, enfin, tu vois, d'être vraiment, de tout mettre dans la boîte, dans son développement. Et pour autant, il y a plein d'autres façons d'entreprendre et notamment des manières plus féminines, plus à l'écoute de soi, plus sur des temps longs, plus durables aussi pour la planète et autres. Et je trouve ça chouette aussi que tu puisses partager voilà toi la façon dont ça s'est passé et comment t'as pu développer ton activité sur la durée malgré tout et en ayant les 6 premières années d'entrepreneuriat entrecoupées de diverses grossesses et autres épisodes de dépression. Donc ouais, c'est hyper fort comme témoignage de résilience, voilà, pour reprendre le mot que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu mettrais en place pour préparer ton business à la grossesse? Toi, qui en as vécu plusieurs à plusieurs stades de développement différents, j'imagine que bon, voilà, ça dépend un peu du contexte, mais en gros, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais soit aimé faire, soit que voilà, si jamais il y a une 4e grossesse, on ne sait pas, qu'est-ce que tu mettrais en place dans ton activité? Je pense que j'étais pas assez renseignée sur les aides auxquelles on a le droit. Tu vois, ça c'est quand même très compliqué dans l'administration française, c'est pas très clair. J'avais fait un épisode dans mon podcast sur l'entrepreneuriat et les mères, mais de manière légale, tu vois, sur les aspects légaux. Et c'est vrai que avec Estelle Vie, il me semble, c'est ça? C'est ça, qui est avocate spécialiste des entrepreneuses. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point le monde de l'entrepreneuriat, les règles du monde de l'entrepreneuriat ne sont pas faites pour les femmes et encore moins les mères. Et c'est mon avocate, du coup, Estelle. Elle m'a appris beaucoup de choses, c'est vrai. Et ça aurait été mieux que je le fasse en amont, clairement. Mais c'est pas grave, hein, j'ai appris avec. Ce que je referai la même chose, c'est-à-dire prendre les 6 mois, je les regretterai jamais. Ça, c'est sûr. Je crois que le plus important, au final, quand on est entrepreneuse et si on est en couple hétérosexuel, c'est le partenaire. C'est comment on envisage ça en tant que famille et pas moi toute seule de mon côté, parce que c'est une affaire de famille et parce que c'est pas du tout pareil que dans le salariat. C'est vrai que moi, j'ai vécu une grossesse salariée, une grossesse en micro-entreprise et une grossesse en tant que chef d'entreprise. Donc, j'ai vraiment eu 3 expériences différentes. Quand on est salarié, le rôle du conjoint, il a moins d'impact sur nous. C'est-à-dire que ça va pas changer énormément la donne. Encore qu'il faut qu'il prenne son congé paternité, c'est très important. Mais alors quand on est entrepreneuse ou micro-entrepreneuse, ça change tout. Et ça, je pense, c'est un aspect dont on parle pas du tout, comme projet de famille, en fait. Et d'ailleurs, dans l'épisode que j'ai fait, Estelle, elle en parle pas mal. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui m'a mis dedans. Et je prends 50% de la responsabilité et 50% pour lui. Hein. C'est pas juste lui le méchant, encore une fois, de l'histoire. On vit dans une société qui nous encourage pas à ça et j'en avais pas conscience. Et je suis un peu trop partie en mode de toute façon, c'est mon choix, je suis féministe, j'assume. Non, en fait, non. C'est un choix de famille, c'est un choix à 2. J'ai pas besoin d'être indépendante financièrement et tout gérer de mon côté, en fait. Enfin, j'ai besoin d'être indépendante financièrement, mais j'ai pas besoin de tout gérer de mon côté. Et c'est normal que, en fait, mon conjoint, mon mari fasse sa part et qu'on l'envisage ensemble. Et que je me retrouve pas pendant 2 ans à garder nos enfants toute seule, pendant que je ne suis pas payée, pendant que je ne suis pas rémunérée, et pendant qu'on ne paye pas de nounou. Parce qu'en fait, mon mari, il a économisé beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, il a compensé, je tiens à le dire. Mais je pense il y a beaucoup de carrières d'hommes, on le dit de manière générale, qui se font sur le travail gratuit des femmes. Et quand on est salarié, ça n'a peut-être pas beaucoup d'incidence. Quand on est entrepreneuse, ça a une énorme incidence sur notre entreprise. Donc moi, je dirais ça. L'envisager vraiment comme un projet familial à 2. Si vous êtes surtout dans un couple hétérosexuel, je pense qu'il y a moins ces challenges dans un couple homosexuel. Ouais. Bah après, en fait, dans différent, je pense. Ouais, je fais intervenir, tu vois, une coach de couple, une médiatrice de couple même dans mon accompagnement, donc dans la préparation business à la grossesse, on a une masterclass sur le couple parce que comme toi, je me suis pris les pieds dans le tapis
de cette question des finances que tu as l'habitude de gérer toute seule et que du coup, quand tu es enceinte et que tu perds de l'argent, tu pioches dans tes économies à toi et en fait, c'est totalement injuste. Et bref, donc on a fait cette masterclass et elle a des couples surtout hétéros dans son cabinet, mais aussi des couples homo. Et elle disait qu'en fait, on retrouve très souvent les mêmes schémas du patriarcat ambiant. Ce que tu disais très bien, t'as beau être féministe, t'as beau et c'est pas lui le méchant. En fait, on a tous été élevés en patriarcat. Et donc, il y a la mère et le coparent, comme on l'appelle, qui est à côté, qui est en plus, en bonus, alors qu'en fait, non, pour avoir un bel équilibre et faire en sorte que il n'y en ait pas un qui perd au profit de l'autre, il faut pouvoir déconstruire en fait tout ce la façon dont on a été conditionné quoi. Et c'est hyper intéressant en tout cas comme question. Et je trouve ça top que tu l'amènes aussi parce que tu nous parlais à différents moments de ton témoignage du rôle de ton conjoint. Moi, c'est aussi une question que je pose systématiquement dans mes interviews parce que je trouve que c'est hyper important. Tu le disais, d'autant plus quand on est entrepreneuse. Puis il faut pas oublier que l'entrée dans la parentalité, c'est le moment qui en tout cas qui a été identifié comme étant l'origine des inégalités femmes-hommes. Et on a beau avoir un conjoint très impliqué et on a beau avoir des idéaux d'égalité, en fait on déroge pas si souvent que ça à la règle. Et c'est hyper important de se dire que si les stats elles sont là, c'est pas que les autres quoi. Et pour pas tomber dans ces stats là, il faut vraiment être acteur de cette égalité, de cette équité et de son indépendance financière aux deux en fait, en tout cas de sa prospérité potentielle aux deux. Tu vois, je pense à ça parce que c'est un des conseils d'ailleurs que Estelle m'a donné, mon avocate. Nous, on était mariés sous le régime de la communauté des biens. Et quand on est entrepreneuse, vraiment, je vous encourage à vous marier ou en tout cas à faire un contrat de mariage. On a changé de statut marital 2 ans après notre mariage pour être mariés sous un régime où on a un contrat et où moi, en tant que chef d'entreprise, je suis protégée et cette entreprise est à moi à 100% et toutes mes dettes d'ailleurs sont à moi à 100% et on n'est pas dans une configuration où potentiellement si un jour il y a séparation, ça met en péril mon activité professionnelle. Ouais. Donc vraiment ça, c'est le mariage protège, on ne le dit pas assez, on ne le voit pas assez comme ça, le mariage protège, mais il y a des conditions pour qu'il protège. Oui, et puis je pense aussi à toutes celles qui ont des conjoints entrepreneurs. On sait que les hommes prennent beaucoup plus de risques que les femmes. Alors ça paye aussi parfois plus, mais il y a, moi j'ai eu des exemples de clientes dont les maris faisaient faillite et qui coulaient avec eux. Alors même qu'ils étaient séparés. Enfin, tu sais, parfois, c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est plein de liberté, c'est génial, mais c'est aussi plus de responsabilité parce qu'on peut pas juste se laisser porter par le truc quoi. Donc faut s'entourer des bonnes personnes, on n'est pas obligé d'avoir soi-même les réponses ou d'avoir l'aptitude à éplucher les textes de loi. Il y a des personnes qui adorent faire ça, qui le font très bien, mieux que nous. Donc entourons-nous. Et ma dernière question, mais t'as commencé déjà à répondre, c'est au cas où t'en es d'autres. Je voulais savoir quels seraient tes conseils pour les entrepreneuses qui nous écoutent et qui sont entrepreneuses et qui souhaitent se lancer dans la maternité, mais qui peut-être appréhendent. Qui sont en projet bébé ou qui sont enceintes et qui se disent c'est quoi le tsunami là dans lequel je m'embarque, comment on fait pour surfer la vague? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se lancent, qui se disent de toute façon je vais faire un bébé, ça va rien changer, je suis une businesswoman, je vais y arriver et qui ne savent pas encore que potentiellement elles vont prendre un mur et peut-être pas tout de suite, ça sera peut-être 1 an, 2 ans après parce que le burn-out il est pas loin et qu'il faut quand on le peut, pouvoir s'organiser pour vraiment couper. Je sais qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui arrivent pas et je comprends parce que moi, j'étais dans la situation où je gérais pas d'équipe. Donc, c'est vachement plus simple. Si aujourd'hui, je devais lâcher
avec trois personnes qui travaillent avec moi, ce serait différent. Donc il y a 2 configs différentes. Si on a personne, franchement, lâchez un peu pour profiter de ce moment-là. Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est du temps long. Et le deuxième, c'est si vous managez des équipes, c'est comment vous pouvez vous organiser pour répondre au mieux à vos besoins, à vous, pas que à celles de l'équipe. Vous êtes le maillon principal. Donc, un homme, s'il avait un cancer, il devrait s'arrêter aussi à un moment ou à un autre. Donc, ça arrive pas qu'aux femmes de devoir s'arrêter, même si c'est encore trop une histoire de femme, la parentalité. J'ai pas de réponse à ça parce que chaque entreprise est différente, mais il y a quand même des cas de figure à envisager. Et si on a des congés, c'est pas pour rien. Et ça devrait pas s'appeler des congés d'ailleurs, ça devrait s'appeler je sais pas comment on pourrait l'appeler ça d'ailleurs. Convalescence. Une convalescence. Non, mais voilà, c'est qu'il y a quand même un aspect physique, il y a quand même un aspect de psychique, il y a quand même des choses en jeu. Alors, si vous avez un métier où vous pouvez travailler depuis le canapé tranquille avec bébé, pourquoi pas. Mais moi, par contre, j'ai coupé. Moi, les premières semaines, j'en avais rien à faire du travail. Ma vie, c'était mon bébé, c'était très bien comme ça. J'avais pas ce faux mot. Vraiment, c'était OK. Ouais. Mais je peux comprendre que c'est dur. Je peux comprendre que chaque personne. Non, il y a 3/4 des femmes qui arrivent pas à s'arrêter. Ça, c'est ma lecture, mais qui ne prennent pas leur congé maternité en entier. Ça arrive pas que aux autres. Et je trouve ça top d'avoir ton exemple, même quand t'étais pas forcément subventionné par l'État. Tu t'es toujours arrêté. Et moi, ce que je trouve génial quand on s'arrête, quand on prend son congé maternité, c'est que derrière, on se dit, waouh, j'ai fait tout ça alors que je me suis arrêtée de bosser X mois, du coup, ça donne une force, quoi. On a l'impression qu'on va pouvoir déplacer les montagnes et puis, t'en as un exemple aussi parce que ton entreprise, elle est ultra inspirante. C'est de se dire, si on peut faire tout ça dans ce contexte de on travaille pas, on travaille plus, imagine, ce qui est possible quand on a et puis du coup après une petite mononucléose, quoi, on a vécu pire. Tu vois, c'est la première année. C'est ma première année où je me dis ça va rouler et tu vois, mon mot de l'année c'était réjouissance et je pense que c'est pas pour rien, c'est que j'ai tellement accumulé avant que là c'est tranquille en fait, c'est paisible et c'est agréable. Et je vais même te dire un truc sur les grossesses et le fait de s'arrêter. Il y a une doula que j'aime beaucoup, j'ai interviewé dans mon podcast qui s'appelle Christelle Carder, qui a aussi un podcast. Et Christelle, elle me disait, mais tu sais, c'est souvent aussi un moment où ta créativité, elle va parler. C'est souvent un moment aussi où tu vas avoir des idées, où tu vas avoir de l'espace pour penser et où tu vas voir les choses d'une autre manière. Et je trouve que c'est très vrai. Parfois, on ne réalise pas que de s'arrêter, ça permet de voir autre chose, en fait, d'avoir une autre vision, une autre lecture et peut-être de mieux structurer derrière, de mieux gérer son temps, de mieux... Enfin, il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver qui sont pas négatives dans le fait de s'arrêter. On n'est pas obligé d'être toujours dans l'action. Et si on le voit de cette manière-là, c'est un petit peu plus facile du coup de lever le pied. Parce que des fois, il y a des idées qui nous viennent et ça n'empêche pas. Je dis pas que j'ai pas du tout travaillé pendant mes arrêts de grossesse et encore quasi pas. Mais ça m'a pas empêché de me dire, ça me fait penser à ça. Ouais, ça pourrait être bien quand je reviens. Ou de me noter des idées sans vouloir les concrétiser, mais juste de me dire, il y a ça, ou qu'est-ce que j'aimerais quand je reviens. Tu vois, moi, j'ai été très claire que quand je suis revenue travailler, alors surtout après ma dépression, moi, je travaille 4 jours par semaine. Je travaille pas le vendredi. Personne ne travaille le vendredi dans mon entreprise. On finit à 17h tous les jours. Et si c'est pas fait là tout de suite, il y a pas mort d'homme en fait. Enfin, je mets pas la pression à mes équipes. Si elles doivent aller à un rendez-vous médical parce qu'elles pouvaient pas le caler le vendredi, c'est pas grave. Et je suis plus dans le vite, faut faire plus. La culture de l'entrepreneuriat très masculine d'ailleurs, de toujours plus. Mais pourquoi en fait ? Moi, mon entreprise, elle me permet d'être à 17h, aller chercher mes enfants, de prendre une semaine de vacances à chaque vacances scolaires, de couper l'été 5 semaines si j'ai envie et de ne pas être stressée. Et je sais pas si il n'y a pas meilleure façon de vivre l'entrepreneuriat que comme moi je le vis, tu vois. Enfin, pour des gens, ça serait ingérable pour eux parce qu'ils aiment trop être occupés au bureau et pas être avec leur famille, mais moi, personnellement, je vis un rêve quelque part. Je vais pas te mentir. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges, c'est pas dur. Mais j'ai pu créer comme j'avais envie mes conditions de travail et en faire profiter d'autres. Et ça, je trouve ça trop cool.
parce que j'ai testé ce que c'était des conditions de travail qui sont pas optimales et à quel point ça donne pas envie de rester. Et moi, je suis trop fière d'être chef d'entreprise et de pouvoir impulser dans mon entreprise une autre lecture de la vie, de l'équilibre vie pro, vie perso. Et tu vois, les filles qui travaillent avec moi, sur 4, il y en a 3, elles sont pas mamans. Mais je m'en fous en fait. Enfin, elles ont le droit d'avoir une vie en dehors, de ne pas être maman. Tu vois, on parle souvent de la vie pro-perso pour la vie familiale, mais les gens qui n'ont pas d'enfants ont le droit d'avoir une vie en dehors du travail, heureusement, et d'être épanouis en dehors. Et moi, je trouve ça... sur ce côté-là, l'entrepreneuriat, je trouve ça incroyable de pouvoir dicter les règles du jeu et de pouvoir changer du coup, un peu comment la société vit le travail. Parce que ça viendra aussi de là, hein. Le plus on aura de chefs d'entreprise qui ont cette vision-là, le mieux pour la société. Hein. Exactement, trop bien. Ça fait un super mot de la fin. Merci beaucoup Clémentine de nous avoir partagé ton histoire et toutes les pépites d'insight pour les auditrices. C'était top. Merci. Merci à toi. Merci Solène.